Et j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ici avec nous ce soir. Donc c'est notre deuxième entretien 5 à 7 de l'Institut. Et vous savez qu'il y en a deux autres qui vont avoir lieu en hiver. Alors, notre invitée de ce soir est, entre autres, la poète officielle d'Edmonton. Ce qui est merveilleux, c'est que ça veut dire que notre poète officielle de cette ville, aussi majoritairement anglophone, est une francophone locale du nord Alberta. Dans cette francophonie où elle a grandi, notre invitée a parlé anglais, elle a parlé français, mais elle ne s'est pas toujours sentie à l'aise à écrire en français. Aujourd'hui, elle est l'auteure d'une pièce qu'on a présentée à l'Uni-Théâtre, Les Blues des Oubliés, et surtout, selon moi, d'un fabuleux petit recueil de vignettes qui s'appelle Details from the Edge of the Village, qu'on va vous montrer dans un moment. Ce recueil-là est sorti en 2009. Il s'agit d'un petit livre de 88 vignettes. L'auteur d'un article qui a été publié dans le Globe and Mail, quelques mois après la parution de ce recueil, a dit que ce recueil fait preuve de, et je cite, « a perfectly digestible amount of bilingualism ». Et pour illustrer son observation, il a cité un extrait de la vignette « Le bain de samedi soir ». Mais en citant cela, c'est que le texte est en anglais, principalement en anglais, avec quelques mots en français, et dans le texte original, les mots en français sont en italique. Lui, il a cité le tout sans respecter les italiques. Et ce journaliste n'a rien dit non plus au sujet d'un autre texte où il y a 40 vers de suite uniquement en français. Donc, est-ce qu'il a compris? Il faut espérer que oui. Et moi, je me demande, est-ce qu'il a compris parce que le vocabulaire était très facile à saisir ou est-ce que c'était à cause de la poéticité, la poésie de cette recette? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une partie de cette poésie serait ou réside dans, par exemple, le vers où la poète parle plusieurs fois d'un ingrédient. C'est la farine du bin farine. Alors, dans une entrevue que notre invitée m'a accordée en 2010, elle a dit ceci, et je vais la citer. « Appartenir à un groupe d'écriture avec des femmes francophones de différentes origines, ça m'a aidé à me rebaigner et aussi à réapprécier, disons, la variété de francophones en Alberta, au Canada, dans le monde. L'appartenance à ce groupe, les réunions une fois par mois, les répétitions pour faire performance pendant la semaine de la francophonie et tout, ça m'a aidé à me réémerger en français. Et puis, quand on est francophone dans l'Ouest, il faut faire un effort tout à fait spécial pour maintenir le français, améliorer le français, faire des choses en français. Tout le monde, voici le sujet de ce soir. Revenir au français, maintenir le français, améliorer le français, faire des choses en français. Je vous présente Pierrette Brottier. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde et merci Pamela. Pamela a été mentor extraordinaire dans mon processus de me franciser et de retourner à la langue de mon cœur. Alors, merci beaucoup. Bonsoir et merci du fond du cœur de votre invitation en ce mois d'octobre magnifique, de cet accueil que vous m'accordez en tant que poète officielle ou ambassadrice littéraire de la ville d'Edmonton. Et je peux vous dire que depuis le 1er juillet, il y en a eu des prestations et partout, on s'intéresse au bilinguisme. Oui, on aime nous entendre et nous voir. À la pièce de théâtre, pendant les 2 dernières semaines, presque tous les amis anglophones que j'ai invités y ont assisté et plusieurs ont dit qu'après 20 minutes, ils ont laissé aller les surtitres, ils se sont émergés, ils ont trouvé le théâtre absolument merveilleux et j'étais vraiment heureuse parce que ça fait partie de ma façon de liaiser entre la communauté francophone et la communauté anglophone. Et la plus belle surprise des dernières 7 années, après ma crise que vous allez en entendre parler, ça a été
de savoir et de reconnaître que les anglophones aiment la sonorité du français, aiment qu'on lise. Et j'anime souvent dans les deux langues. Alors, ils disent « You create bridges for us ». Tout au long de mes carrières, j'ai dû souvent me lever debout et parler, même que je tremblais dans mes bottines. Et j'ai constamment dû me dépasser. C'était un honneur d'être parmi vous, gens de ma communauté, francophone et amis anglophones. Et ce soir, c'est un gros pas pour moi l'accro des mots, de parler de mon parcours artistique bilingue. C'est une autre étape d'un coming home d'être ici. Au-delà de 40 ans passés, j'ai choisi de ne pas venir à la faculté Saint-Jean. Je venais de Donley, Alberta, 302, 340 personnes peut-être. Je voulais big. Alors, je me suis inscrite en English Literature at University of Alberta. Et puis, juste avant de continuer de parler, je vais parler de mon parcours, mais je vais lire des poèmes. Je vais lire le poème, je parle d'un coming home. Il y en a eu plusieurs dans mon parcours, de réapproprier ma langue française, de l'adorer, de jouer avec. Ça, c'est Greyhound Bus North, puis parce que c'est le mois d'octobre, et puis la pièce au sujet de ma mère vient de finir. Et juste pour vous donner un petit goût, je vais le lire en anglais. October is space, a pause between the in-breath of autumn and the out-breath of winter. To my left, the landscape is lit up. To my right, it is dull. Between shine and dull, dark and light, life and death hang questions. From the bus window, the prairie is a wide-open mouth feeding on fallow fields. What is this kinship I feel for the October landscape? It is familiarity, the face of an old woman unadorned, as basic as soil. The one who was always underfoot, always making a cup of tea. It is the sound of Mémère's footsteps on the floorboards of the old farmhouse, setting one brown-shoed foot squarely in front of the other to keep going after Pépère died. It is the shh of dry grass shivers, announcing the coming of winter. It is the cold wind over pioneer broken ground as it crosses the mind of the season, shushing itself to sleep. It is the inevitable turning, 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 the circle of dance of things, grandmother's apron-covered belly and her hands stirring the soup pot. It is eating and being eaten one season, getting swallowed into the other. As the wheels of the bus turn, time arcs into space, and Mémère's whole life's worth of hymn singing resounds loud and free, proclaiming her long, long longing for home. Alors, ce longing, ce wanting to come home, c'est dans les cellules de mon corps. Alors, en écrivant la pièce, j'y ai travaillé et je suis arrivée à une joie sans pareil. Je sens que je suis à nouveau au début d'une autre étape de vie où je dois ou devrais continuer d'inventer, de m'adapter, apparaître en public, répondre, œuvrer, initier, continuer, tracer de nouveaux sentiers et revisiter de bonnes vieilles idées. Maintenant que je suis sexagénaire, je peux tracer le fil conducteur de mon destin d'éducatrice, écrivaine, travailleuse dans les marges, inventeuse de nouvelles formes, collaboratrice, devenue mentor, et je peux plus aisément m'y accrocher. Me fier à ce que Robert Johnson nomme thin threads. Just follow the thin threads that come to you, il a écrit. Et mon ami le docteur en psychologie Evangeline Rand nomme It's just sparks. Open your eyes for the sparks. It all starts with a spark. Alors, ces mots se traduisent en images et pour moi, là où il y a l'image, là où l'image résonne ou vibre, il y a la vie qui se transforme, qui collabore avec la création même. Oui, nous vivons dans un monde magnifique et nous vivons aussi entre une surabondance de pornographie et de l'autre côté, le fanatisme religieux. Et je crois que ces deux formes extrêmes d'expression manquent l'autobus, manquent ce que c'est que la vie réelle.
Et je crois aussi qu'on s'engage dans ce genre de choses-là parce qu'on ne veut pas penser au corps et à la mort et au vieillissement et du fait qu'on retourne à la terre. Moi, j'ai été élevée sur la terre. J'ai compris et je comprends toujours qu'on va y retourner et que c'est une très bonne chose. Mes carrières, éducation bilingue, évolution vers l'écriture et l'art. J'ai un baccalauréat en éducation. J'ai toujours voulu être enseignante, alors ça a été relativement facile de choisir mon chemin professionnel. J'ai toujours été enseignante en élémentaire. J'ai été la première maîtresse de maternelle dans mon village de Darnley, même avant de finir mon BEd à la fin de ma 3e année d'université. Je suis retournée à mon village et on a commencé une maternelle. On avait un mentor, Sœur Edith Boucher. Elle avait fait une maîtrise dans les nouvelles méthodes et puis c'était excitant. On a commencé à zéro et on a dû tout faire. Et ça a été ma première expérience de commencer à zéro, puis de me sentir tellement, tellement emballée. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de fun à faire cette chose. J'ai toujours enseigné les arts du langage dans les 2 langues, même que j'avais fait mon degree in English. Et puis, j'ai toujours enseigné dans les 2 langues. Et aussi, on me donnait toujours la religion, parce que je suis vraiment une personne sensible, puis je disais pas non, alors... Mais quand même, ça a été très bien. J'ai passé 18 ans dans les écoles, arts du langage, orthopédagogie, pas qualifiée pour l'orthopédagogie. Alors, on appelait ça la salle de ressources, puis c'était une salle de ressources sans ressources. Une autre fois, Pierrette a dû inventer et collaborer. Et je sens que pendant mes 18 ans d'enseignement, j'ai reçu ma vraie éducation. Comment être avec le monde, et que j'ai découvert ma voie, ma vocation et l'appel des arts, et de me laisser interpeller et de m'amuser tout en travaillant fort. Alors, ce sont des choses qui sont développées parce que j'ai tombé en amour avec mon travail de maternelle, j'ai adoré mes élèves pendant au moins 16 ans, et puis à un moment donné, je me sentais brûlée. Et à ce moment-là, je sentais que j'avais besoin de faire autre chose que d'être une maîtresse, que de travailler 60 heures par semaine. Et puis, j'ai tombé dans la théologie. J'ai pris un cours à St. Stephen's College. Et puis, j'ai retrouvé mon besoin de penser, mon besoin d'écrire. Ça m'a pris 8 ans à faire la maîtrise. Et puis, pendant ces années-là, j'ai aussi commencé à écrire. Mais en tout cas, ma dissertation de maîtrise, c'est ce gros bouquet. Rituals, Consecration and Healing, an Exploration of Women's Experiences of Self-Made Rituals as Transformative. Des gros mots, hein? Alors, je me suis habituée. Puis, ce qu'on demandait de nous à St. Stephen's, c'était, ça veut dire quoi pour toi, ça? Puis ce mot ici, qu'est-ce que tu entends quand tu utilises ce mot? Alors, ça m'a fait creuser les mots, les racines des mots, reconsidérer certains mots qu'on n'utilisait plus, comme sacrifice et discipline, ainsi de suite. Mais juste une petite affaire à propos d'une présentation que j'avais faite, parce que les gens disaient, mais c'est quoi ça, des rituels? Alors, j'ai écrit, Ritual begins with the breath. It hears the heartbeat of the universe. Ever since humankind has developed the neural capacity of conscious self-awareness and an awareness of the coming and passing of life, both in the human cycle and the cycles of nature, we human beings have had the impulse to create rituals to celebrate and mark events. Ritualizing is one of the ways in which human beings make meaning. By creating rituals, we act upon our deepest yearnings and get in touch with and into relationship with our nuanced emotional sensitivity to all that surrounds us. Ritual making is making again and again and again a vessel which is strong enough to contain the ecstatic, the non-rational. That does not mean irrational, the non-rational, the life force or the mystery. It is also paying attention to the spirit in matter. Alors, comme vous voyez, je suis une personne intense. Et puis, j'ai découvert en étudiant la théologie que j'étais une personne qui
qui avait un aspect mystique, et où vivre ça dans le monde moderne. Comment même dire « I'm a mystic ». On ne dit pas ça. Mais j'ai été obligée de le vivre, et pour 10 ans, j'ai animé des célébrations de femmes. Ça pourrait, au sujet avec des choses qui avaient à faire avec les femmes, et puis pas nécessairement juste des choses que faisaient les femmes. On célébrait les maîtrises, les doctorats, les grossesses, le cancer. On avait aussi beaucoup de fun à célébrer les saisons. Ça a été un genre de outlet pour cet aspect mystique de ma personnalité. Et puis, ça a été aussi un aspect comme pratique. Puis, encore une fois, on choisissait des textes. C'était un échange avec la personne qui demandait d'avoir la célébration. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont les chants que tu voudrais avoir? Et il y avait souvent des chants de l'Église catholique, des chants chrétiens, des chants de l'Église où les personnes allaient. Alors, en tout cas, ça, c'est ça pour les rituels. J'ai trouvé ça très, très enrichissant. C'était une différente façon d'éduquer, d'être en interaction intense, intellectuelle, psychologique et spirituelle avec les personnes. Alors, ça. Mais en écrivant ma dissertation, quand ça allait bien, là, quand j'étais à l'ordinateur, puis ça allait bien, puis les idées bougeaient, puis je pensais « Oh my God, this is good! » You know? Puis des fois, tu dis « C'est pas si bon que ça le lendemain matin, là, mais quand même. » Mais quand j'étais dans ce genre de flow, c'était un peu comme quand j'entre dans la lecture d'un bon recueil de poésie, je me sens en vie et heureuse, et je sens qu'il y a quelque chose en moi qui grandit. Et étant enseignante, j'ai ressenti le désir d'offrir des sessions et d'ouvrir un espace d'écriture pour ceux qui voulaient écrire, pour celles qui avaient peur d'écrire, pour les beginners. Je désirais partager aussi cette extase que je ressens quand je lis un bon recueil de poésie, et ça m'arrive souvent. Je voulais créer à partir de cette facette de moi à laquelle je n'avais pas suffisamment accordé de temps et de crédulité. Alors, c'est comme ça que je suis devenue une personne qui entre assez souvent en extase, et qui est mystique, et qui est très intense, et des fois vraiment dur à endurer. Et puis, j'avais ce désir viscéral. Et la semaine d'après, trois gardes malades, 3 infirmières, ont dit « Hey, Pierrette, you know, we think we're writers, and you know, we all have files of writings in filing cabinets, and would you kind of prepare 5 little writing sessions for us to see if we really can write? » Sure! Et puis sur l'entrefait aussi, j'ai tombé sur le livre de John Fox, intitulé « Finding What You Didn't Lose ». C'est un thérapeute en poésie, en écriture. Et puis, je suis arrivée sur l'idée de breathing, stillness, listening. Il dit « That's all what writing is. Breathing, catch your breath, respire, calme-toi. » Et il dit « Paradoxically, stillness is not so still, because the minute you enter stillness, you enter in a kind of a conversation, sometimes a battle, with everything that is going on in your life. Les pensées, les sentiments. But listening is creating an intimacy with yourself. You can only take one breath at a time, and you can only take one little thought at a time, and write it down, and start from there, and see where it wants to go. And if it doesn't go anywhere, too bad, you've got a million other thoughts. Alors, j'ai organisé mes 5 sessions autour de ça, et puis je sais pas, ça a grandi. Et puis 15 ans plus tard, j'étais assise sur mon divan, puis j'ai pensé, oh mon Dieu, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis j'ai aimé chaque session était différente. Et puis, au-delà de 15 ans plus tard, il y en est passé des écrivaines en émergence dans mon studio, et c'est là que j'ai appris à devenir mentor. Tout doucement, et en écoutant, j'ai appris à mener les écrivaines à la publication.
ma méthode, ça a été de leur demander de me lire leur texte à voix haute. Et quand on lit le texte à voix haute, on s'aperçoit où ça cloche, où ça ne marche pas, où ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai la femme qui vient de publier ce livre et qui a gagné le prix, ça c'est Small Things Left Behind, une femme russe qui est ici depuis 37 ans, son parcours d'immigration, ainsi de suite. Elle m'est arrivée à un moment donné avec quelques poèmes et elle dit I'd like to verify if I'm a poet. Alors j'ai lu ses poèmes, j'ai dit est-ce que je peux t'en lire un à haute voix? Et elle a dit OK. Alors je lui ai lu le poème dans ma meilleure voix de présentatrice et puis elle a pleuré. J'ai dit OK, are you a poet? Yes. Et alors elle est venue pour plusieurs sessions, parfois assise dans le studio, elle était tellement prête, ça faisait 10 ans que ça bougeait en elle, elle avait eu un genre de dépression, elle était tellement prête que parfois elle composait 4 poèmes dans les 2 heures qu'on était ensemble. Et à un moment donné, elle est partie, et ce livre vient de gagner le prix Robert Court Award, qui est le prix de la ville d'Edmonton. Commencer avec a few thin threads. Elle m'a introduit à ce bonhomme-là et on a fait la même chose, mais lui était beaucoup plus avancé, alors on a travaillé ses poèmes ensemble, à voix haute, ainsi de suite. Ce que je fais quand quelqu'un me donne un manuscrit, c'est que je le lis une fois, 2 fois, ensuite c'est la rencontre intense, tête à tête, et puis, oui, on l'a publié, et il vient maintenant de publier son second livre, il me l'a donné, ça fait quelques jours, alors c'est ce genre de choses-là qui a émergé de travailler toujours dans la marge, être ouverte à, what is needed here? Qu'est-ce qu'on a besoin à ce moment-ci? Et puis, j'ai aussi fait de l'entraînement comme conseillère à St. Stephen's et j'ai fait du counseling pour un bout de temps. Mais ça aussi, ça a évolué plutôt dans le mentorat. Le mentorat, ça m'intéresse plus parce que je sens qu'il y a plus d'espace. Et puis, j'aime travailler avec l'écriture. Mais je lisais un poème de Suzanne Joly dans L'Alchimie de l'ombre et elle dit je ressens toujours l'urgence de trouver le mot, un mot qui sauve au cœur du silence. Alors, si on retourne aux 3 mots, breathing, stillness, listening, ça prend beaucoup de silence pour écrire. Et puis aussi, une autre chose intéressante qui est arrivée, c'est que quelqu'un m'a nommé Global Woman of Vision on the strength of my work with women in writing. Puis j'étais Miss October, j'ai dit, il faut que je leur dise ça, October is a very big month for me. Bon, là on arrive au cœur de la chose. En 2006, je suis allée en pèlerinage en France. Pilgrimage in search of Mary Magdalene and the Black Madonna of France and Northern Italy. Et c'est un peu un offshoot de mes études théologiques. Et puis, l'évangile de Marie-Madeleine, c'est un évangile fort intéressant pour les femmes. N'en parlez pas trop, là. Et puis, elle écrit ici une citation de Carl Jung, Religion, at its most profound, is the vessel of images strong enough and mysterious enough to carry us across dark waters. And it did. À mi-chemin, dans le pèlerinage, j'étais dans un bus avec un tour bus avec des anglophones. On était tous d'Edmonton, on était de bons amis, on avait étudié 12 mois ensemble. On avait à préparer chacune dans des différents sites des présentations. C'était très, très riche l'affaire. Et puis, après Marseille, quand j'ai vu la mer, je me suis mise à pleurer. Je ressentais une peine profonde, viscérale, et j'avais aucune idée de ce qui se passait, mais ça pleurait, et ça pleurait. Mais c'était pas c'était plutôt des larmes en douceur, en profondeur.
Et puis, à un moment donné, je me suis sentie vraiment enragée parce que on parlait l'anglais, puis on trouvait tout cute. Oh, look at that, isn't that cute, isn't that wonderful? And nanana, puis il prenait des photos partout. Comme à un moment donné, un homme qui avait sa crêperie, puis les gens prenaient des photos, il était tellement fâché, il avait envie de les frapper. Puis c'est là où j'avais juste envie de crier, on n'est pas juste cute, Calice. J'ai pensé, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est mes amis, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis revenue à la maison, frisant la dépression. Et puis, alors il y avait le côté ombre de tout ça, un côté qui me tirait dessus, qui était proche de la dépression. Mais une autre chose qui s'est passée, j'ai subi un rêve érotique. Et puis, j'en ai eu peur, puis je me levais vite, puis j'ai fait mon café puis mes toasts, puis j'ai pu me laisser visiter le rêve et dire qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi ça. Et dans le rêve, il y avait une belle jeune femme qui me touchait avec un genre de baguette, et puis je me disais, c'était vraiment érotique. Et puis j'ai pensé, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai pensé, ben, OK, there's a big charge here, what's this about? Et vers 4 heures l'après-midi, j'ai pensé, c'est un stylo, it's a fountain pen. C'est the nib of it que je voyais. Et puis c'était comme, oh mon Dieu, il y avait les deux côtés. Puis là, la pensée m'est venue, tu auras à faire des choses défendues. Tu auras à écrire dans les deux langues. Tu auras à inventer de nouvelles formes. Tu auras à toucher le plus profond de toi. Oui, te toucher. Tu auras à toucher, composer avec ta réalité femme. Tu auras à parler femme. Ça ne va pas tout arriver dans 2 minutes, là, mais c'est un peu ça qui surgissait. Et puis, un poème, j'ai couru où est mon ordi en haut. Puis un poème est sorti du bout des doigts. Moi, j'écris toujours à la main pour commencer. Puis là, celui-là a sorti. Alors, il m'a fait faire le poème aussi. Il a été publié dans cette anthologie, Pas d'ici, pas d'ailleurs, anthologie poétique francophone de voix féminine contemporaine, et 223 textes poétiques, 156 auteurs, nés dans 28 pays, résidents de 14 pays. Nous, les Canadiens, on a 33 poèmes, puis on est apparemment tous québécois. Alors, vous savez, l'invisibilité d'être francophone dans l'Ouest, c'est partout. Alors, c'est ça qui m'avait frappé, qui m'avait enragé, qui m'avait... whatever. Alors, c'était ça le poème qui m'est venu. Moi, au verbe être. Moi, je suis, petite fille du vent, maigrichonne, juchée sur les pans du garage que mon père n'arrive pas à bâtir. Et je prêche de ma chair à moi, comme du haut de sa chair le fait le prêtre, Père tout-puissant. Et rempli du grand souffle essoufflé des prairies, pâmé dans mes poumons, je gesticule dans l'air d'où j'origine. Je glossolalie les mots mère morfondus, mots de femme sainte, sainte, saine, saint, ancien. Je délecte des mots comme vulve, vagin, lèvres, langue d'orifice matrice, oriflamme, orifeu-flamme. Femme enceinte, à l'étranger, à l'autre bout du monde, down under, je délire, j'invente, je chante, je hurle, j'ouvre je éclose cette jouissance emprisonnée, je la rouvre la bouche. Alors là, je savais que j'allais l'ouvrir la bouche, puis ça allait faire peur assez souvent. Il y avait aussi dans ça le grand vide, le manque, tout ce qui me manquait, tout ce qui manquait à mon éducation. Il y avait des émotions intenses avec lesquelles je devais composer, la honte de ne pas même bien parler ma langue, puis c'était plus OK, Chris. Alors, c'est ce genre de choses-là qui sortaient de moi. Dissatisfaction, peine, ressentiment et deuil.
Et puis, je suis allée au nord, où j'ai été élevée. Je suis allée visiter les cimetières. Et puis, mes ancêtres étaient éparpillés dans 3 cimetières. Il y en a une couple, il n'y avait pas de pierre de tombe. Et après ça, je me suis sentie vraiment, vraiment hantée. Et puis, je vais lire... voyons, où est-ce qu'il est en fait? Je l'ai déjà amené en français, le Ghost. Pardon. Je vais le lire en anglais. Alors, j'ai écrit Ghosts. When my throat was scratchy and my head throbbed and my nose burned from dry cold, when I didn't want to get out of bed, the ghosts of my settler ancestors came for me, lost adrift, a wailing, rattling old dry bones. And I get that they want me to speak for them, and my first thought is there's nothing to say. There are no words for their less than modest beginnings, for the morsels of story that fell through the cracks, for the crumbs of anecdotes that left a sketchy path. What is the word for their beginning again and again? For an unsettling settling we have been taught to forget. And I sit in the grande prairie à n'en plus finir, where they sweated and toiled. I fumble in my head, poke, find bleak and sparse, see slough and creek and a row of skimpy trees. As I spit out mouthfuls of mosquito, see their cattle die of swamp fever, and one of their 2 horses step on its own tongue while grazing and pull it right out. As I see 2 sets of great-grandparents die in their shacks. Et puis un autre poème qui est venu à ce temps-là. Où est-ce que c'est? J'ai tellement de choses. On va me prendre un petit bout de temps. OK, bien, il y a aussi, j'ai écrit quand j'étais en groupe d'écriture avec Jocelyne Verret, Magali Gibbons-Laplante et José Thibault, 4 voix, 4 voix. J'ai écrit ce poème ici, Mixed Blood. Ce qui coule dans mes veines, c'est pas du pur sang, c'est pas du blue blood. C'est du sang d'ouest, c'est du mixed blood. C'est le sang des saisons, c'est l'eau du creek, l'eau de la ditch, l'eau de la fonte des neiges. C'est la sève qui coule, c'est le son des feuilles de tremble de peuplier qui dansent tout l'été. Ce qui coule dans mes veines, c'est le sang du vent dans le linge sur la corde, le son du vent qui sent bon. Ce qui coule dans mes veines, c'est pas du pur sang, c'est pas du blue blood. C'est du sang d'ouest, c'est du mixed blood. C'est le sang du bon sens. C'est le sang du non-sens, d'essayer de settler la terre. C'est dans mon sang, c'est tout dans mon sang, ça. Alors ça, c'est devenu la chanson qui a commencé ma pièce, et puis Mireille l'a chantée, et la chanson avec laquelle la pièce finit. Alors, comme vous pouvez voir, la pièce, c'est devenu un genre de raboudinage de plusieurs choses. Alors, OK, là, on est allé en France, on se sent mal, et j'ai trouvé aussi une cassette de 90 minutes. Mon frère avait interviewé ma grand-maman la journée de ses 90 ans, et puis je me suis mis à transcrire l'entretien à la main, et puis j'ai appris à connaître ma grand-mère comme personne. Et j'ai ressenti que, en partie, ma peine, c'est que je l'aimais, ma mère, mais ça avait été un secret. Qui aime une vieille bonne femme bizarre, de laquelle tout le monde rit dans le village, ils font des farces d'elle? Mon père, quand il se fâchait contre elle, parce qu'il la trouvait achalante, il l'appelait vieille crise de folle. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, dans mon corps, j'ai eu beaucoup mal au ventre quand j'étais jeune. Puis ce genre de parler, ce genre d'utilisation des mots me faisait mal. Alors ma pièce expose le mal qu'on peut faire avec les mots, le mal qu'on peut faire avec l'art, et le bien qu'on peut faire. Moi, je suis une poète qui aime lire des essais, et puis Susan Griffin, The Eros of Everyday Life, dit because within every meeting, other meetings occur, they take place in the mirror of consciousness. To exist is to reflect and consider. By the light of our desire to meet and communicate, language can be taken as a proof of our commonality and of a commons in the mind. Nor is the life of the mind irrelevant in this critical tragedy-bearing time.
by what and how we think we coerce, confine, distort, and damage, or sustain, encourage, coax ourselves and otherness into a fuller realization of being. No one acts alone, no one thinks alone. Alors, les mots ont énormément de pouvoir et je vis ça chaque jour de ma vie. J'ai vécu ça comme conseillère, j'ai vécu ça comme mentor. Et puis, je vis ça comme personne qui lit beaucoup, beaucoup de poèmes et de romans et de nouvelles. OK. Alors, ça a été comme l'éclat de mon voyage en France. Quand je suis revenue chez moi, en transcrivant, j'ai décidé de faire un vœu de me dévouer pour 5 ans à la lecture et à l'écriture presque uniquement en français. Et puis, c'est pas facile dans l'Ouest parce qu'on est entouré d'anglais, mais j'ai pensé, non, c'est la dépression ou ça. Alors, ça va être dur ou ça va être dur. Choose the hard. Hein? C'est jamais simple la vie. C'est ce que je comprends. Ça n'a jamais été simple, mais ça a été vraiment excitant. Aussi, une autre chose que j'ai appris pendant mes 8 ans d'études théologiques, c'est que j'ai appris à obéir. En anglais, on dit « obeying your callings ». Alors, quand quelque chose intense venait de l'intérieur et qui disait « tu dois faire ça », je devais le faire. Alors, un peu, les 5 années, ça a été une de ces décisions sérieuses, mais qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de joie. Parce que du moment où on s'engage à 100%, les portes ouvrent. En tout cas, moi, j'assistais aussi à plein de séminaires d'écriture. J'en ai fait quelques-unes avec Eunice Scarf. Et Eunice Scarf, elle ne nous lit pas Sandra Cisneros' The House on Mango Street. C'est un livre qui est écrit en vignettes. Et puis Sandra Cisneros, elle est latino-américaine, puis elle écrivait avec un accent espagnol. J'ai pensé, là, il y a eu un gros aha. Mais c'est ce que je peux faire. Je peux écrire l'anglais avec un accent français, puis bourrer ça autant de français que je veux. Puis j'aimais le format de vignette. Alors, ce livre ici a émergé. Et en fin de compte, il n'y avait pas assez de français dedans. Ça fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à traduire des poèmes pour faire des présentations, parce que moi, j'appartiens au Stoll of Poets Society, Edmonton Poetry Festival Society, Writers Guild of Alberta. Ça fait 20 ans que j'œuvre dans la communauté littéraire en Alberta, puis c'est vraiment le fun. Alors, je vais vous lire un des poèmes que j'ai traduit. Je suis 4e de 11, alors je suis vraiment, vraiment contente que ma mère, c'est une personne qui avait beaucoup d'énergie, puis beaucoup de sens commun. Puis ma mère aimait que les choses soient belles et qu'on soit heureux. Elle nous disait toujours « Accordez-vous les enfants ». Alors, rituel et régime. Moi, j'ai un régime, maman me déclare, et avec chaque geste efficace de ses interminables tâches ménagères, elle répète ce texte. Chaque matin, Mom prend son sponge bath dans un bassin de granit à bordure rouge, se lave le visage avec une débarbouillette savonnée, ensuite le dessous des bras 2 fois humant, entre les 2 lavages pour s'assurer qu'il n'y reste aucune trace de sueur, et elle se lave là en bas soigneusement pour enlever toute possibilité d'odeur. Elle applique son déodorant, se tapote de la talcum powder sur la poitrine, enfile sa girdle, attache sa brassière, ferme sa fermeture éclair, se boutonne. Il ne faut pas avoir rien qui pend ici. Entre 2 miroirs, Mom se place les cheveux, elle met des wave clips en arrière, des pin curls sur le côté, et 1 fois par semaine, elle se rase des belles grandes jambes. Mélange une potion magique pour se garder la peau belle, l'emploie au besoin sur son visage, ses coudes, ses talons. Des fois, après le jardinage, elle frotte vigoureusement du zeste de citron dans toutes les replis de ses mains crevassées. Elle se garde des ongles courts, les vernis seulement pour des occasions spéciales, des noces, des funérailles, des fêtes. Mais, après la mort de mon père, elle se laisse pousser des griffes, des vernis rouge cerise, pourpre, mauve ou rose perle, se laisse argenter les cheveux. Chaque matin, quand les 2 pains pour les toasts sont slicés, que le café percolate,
que sont doux et secs. Mom se regarde dans le miroir une deuxième fois, applique son lipstick pêche ou rose pâle. La journée commence. Alors, ce sont tous des poèmes que vous pouvez lire là-dedans. OK, où est-ce que je suis rendue? Alors, il y a eu le recueil de poésie. Le recueil de... quand j'ai commencé à traduire le recueil de poésie, les poèmes ont commencé à bouger. Alors, j'ai fait partie d'un colloque de traduction à l'Université de l'Alberta. Puis ici, on est, je pense, 10 personnes de différentes langues qui vivent en Alberta qui ont traduit des poèmes. Alors, un des poèmes de ce recueil a été publié là-dedans. Et ensuite, un autre poème a été publié de Women's Words Anthology. Et puis, avant de publier ce recueil, j'avais écrit une série de poèmes au sujet de l'Alzheimer. Ma mère, elle a eu l'Alzheimer, imaginez, c'était difficile. Puis écrire les poèmes m'a beaucoup aidé à endurer, mais plus qu'endurer, quand quelque chose de si laid et si grave et si horrible arrive à quelqu'un de aussi beau et aussi fin, aussi fine, faut faire de quoi ou mourir encore. Tu sais, c'est un peu la décision, c'est la déprime ou la créativité, la création. Alors, puis j'ai eu l'occasion de travailler avec une danseuse qui a chorégraphié un des poèmes. C'était lequel qu'elle a fait. Ça a très bien marché. Ça s'appelle le Alzheimer's Suite. Voyons. Et dans le livre, excusez-moi, ça me prend un peu de temps, là. Vous avez peut-être besoin de reprendre votre souffle. Après tout ça, je parle vite, puis je parle en masse. Sewing basket. Après la mort de ma mère, j'étais là à l'hôpital pour ramasser toutes ses affaires dans un sac et puis des gros sacs pour les poubelles. Et puis je les ai mis au sous-sol parce que je pouvais bien toucher de tout ça. Et je dirais à peu près 7 semaines plus tard, j'ai pu aller chercher les sacs et puis sortir les Kleenex puis me faire un café. Et puis il y avait son petit panier à couture. Et puis en regardant les choses qu'il y a dans le panier, c'est ce poème qui m'est venu. My mom's Alzheimer's rips seams, breaks threads, and frays the fabric of her crazy quilt life, steals her flesh, leaves a scant swatch of her dress in an outfit of bare bones, jerking underneath her face like Mexican jumping beans. Sharp, witty words and sudden slips of humor, a few well-placed cusses poke through her mouth like needles on taut, framed fabric. Visitors clasp and button her to her path, sometimes almost return a lost mother like a dome-fastener click into her love for babies and small children, thick like butterscotch on a Sunday, restores briefly le beau visage de notre mère like a well-darned sock. And in her single night she prays, she praises, clasping her spring green rosary to her heart. This lulls her to early sleep, a too early sleep, and she starts to get up earlier, and the staff don't like that because she gets up earlier and is hungry and wants to be fed, damn it. And some of the residents like to sleep in, you know, and she's trouble. En tout cas, c'est un des poèmes que je n'ai pas traduit, mais je vais le faire. J'ai lu le poème au sujet de ma naissance que j'ai traduit. Et en traduisant ce poème ici, il y a des aspects de ça qui sont différents du poème original. Ça, c'est une chose, quand on traduit nos propres œuvres, on réalise que d'une langue à l'autre, il faut souvent refaire l'image.
Et ça a été intéressant. Il y en a qui ont été assez faciles, mais il y en a qui ont été très, très difficiles. Puis il y a aussi quelques poèmes qui ne veulent absolument pas faire traduire. Vous savez, quand vous créez des choses, c'est elle qui vous bosse alentour. Alors, j'avais intitulé ce poème-là « Je m'en venais ». Moi, j'ai décidé un soir de fin de septembre de me glisser doucement dans la vie. Ben oui. Moi, je m'en venais any minute. Et puis, épuisée, Mom s'endormait entre chaque douleur, trop morte de fatigue pour accoucher, pour encore pousser, avait ramassé tout le grand champ de patates pour l'hiver, puis empoché, puis rentré dans la cave, déjà trop petit, et depuis que Pépère est parti, c'est plus pareil. Lui, il l'aidait. C'est vrai qu'il a fait très beau cette fin de septembre. Moi, je sais déjà qu'elle est belle, ma mère, par les battements de son cœur, parce que son corps me berce, même qu'elle s'arrête de temps en temps, baigne son beau visage au soleil, lui sourit, que ce grand ciel bleu des prairies l'épate toujours. Quand même, Mom s'en méfie. On vit dans le nord, dans le gumbo country, quand il arrive un de ces cloudbursts, les chemins deviennent impassables, puis là, elle se sent stock, surtout quand elle soupçonne qu'encore une fois, Dad est arrêté au bar, qu'elle ne peut pas savoir quand il reviendra du village avec les commissions, et qu'est-ce qu'elle ferait si un de ses petits tombait avec une grosse fièvre, et si elle manquait de formule pour le bébé. Oh, là, Mom s'affaire, elle fait semblant de ne pas avoir peur. Je sais qu'elle a peur. Elle jette des petits regards furtifs vers le châssis qui donne sur la route. Son inquiétude pétille dans l'air, crépite autour de la pièce comme de l'électricité statique. Alors, comme vous voyez, dans ces poèmes, c'est comme les rêves, il y a une fusion de temps. Je suis née, je suis pas née, je vois des choses, je ressens des choses. Une personne avec une grande sensibilité ressent tout. Et j'ai dû toute ma vie gérer cette intensité, composer avec. Et la façon dont j'ai trouvé, ça a été l'écriture et m'impliquer dans la communauté artistique albertaine. Alors, je pense que c'est un peu pour ça que j'ai landé la position de poète officiel, qui est parfois épeurante, mais jusqu'à présent, tout s'est assez bien passé. Et j'ai écrit des choses et j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés. Alors, j'ai écrit le recueil en anglais avec un accent français. Comme vous voyez, quand je traduis, il y a de l'anglais dans mes poèmes. Ce que Eunice Scarf a fait après avoir lu quelques extraits de Sandra Cisneros que j'ai trouvé très, très bien, elle nous a ordonné, Eunice Scarf, c'est une grande femme qui dit, « OK, now girls, I want you to write a list of 20 highly emotional situations that happened all through your life. Very emotional. Alors, and after that, you're going to write 2 before you leave the seminar today. » Alors, j'ai fait une liste de 22, j'en ai écrit 2. Et, ça, c'était un de mes grosses étincelles, là, sparks. Et puis, de ce jour à la publication, j'y ai travaillé. Je n'ai pas fait que ça pendant ces années-là, mais c'était là, ça m'interpellait, et j'y ai travaillé. Alors, je dis aux gens, vous voulez écrire? Bien, écrivez. Puis surtout, laissez-vous jouer, laissez-vous être spontané. Jocelyne Verret avait fait venir Robert Lalonde à un moment donné, ici au campus, puis on devait lui envoyer des choses avant que l'auteur vienne travailler avec nous. Et puis moi, j'avais écrit quelques poèmes en français, puis c'était vraiment moche, puis je le savais. Puis j'ai pensé, ben je vais y envoyer une couple de mes poèmes de mon recueil. Puis il arrive en classe, puis il dit, ouais, j'ai lu tes poèmes. Il dit, tes poèmes en français, ils sont pas bien bons. J'ai dit, je savais, Robert, je savais. Mais il dit, là, quand j'ai lu les autres poèmes, anglais avec un peu de français dedans, il dit, ça, c'est ça que tu écris. Il dit, tu l'as, tonton. Il dit, hey, j'ai lu ces 3 poèmes-là, puis j'étais jaloux. Parce que, it's like you'd landed it. Hey, pour quelqu'un qui, je sais pas ce qu'elle fait, c'est un beau compliment, puis ça l'a aidé. Alors, je pense que ce que j'ai appris de Robert Lalonde, c'est on peut dire, non, ça marche vraiment pas, c'est pas bon, là. Mais ça, c'est bon. Puis de dire ça, c'est bon, puis d'absorber
d'absorber, de croire. Ça fait croître l'écriture. Alors, pour tous ceux qui veulent écrire, faut réseauter, faut lire, faut se trouver des mentors, faut s'affilier à des organismes. Et, ouais. Alors, c'est ça, en faisant ma liste, je me suis souvenue d'un tas de choses, puis j'en écrivais une, puis il y a d'autres mémoires qui me revenaient. OK. OK. Si je retourne au processus de la pièce. Alors, ayant fait l'expérience d'avoir été fidèle au processus de mon recueil de poésie, ce que j'ai fait avec la transcription de l'entrevue, c'est que j'ai décidé, OK, Mémire, tu vas en avoir une voix. Elle disait sur cassette, je devrais peut-être pas dire ça là-dessus. Je devrais peut-être pas dire ça là-dessus. Puis elle disait des choses, puis je pensais, yeah, vas-y. Alors j'ai composé des, voyons, le mot ne viendra pas. J'ai composé des petits textes, des monologues, des petits monologues dans sa voix, puis j'ai performé en public en français. Et puis, parfois dans les deux langues, parce que ma grand-mère vient de l'île de Jersey, elle est francophone, mais elle parlait l'anglais comme un British lady, puis elle avait son tea ritual. Alors, tu sais, en transcrivant, j'ai réalisé que je suis bilingue. Je suis foncièrement très, très bilingue. Et puis, j'ai performé beaucoup de monologues, session d'entreur à Banff. Je peux dire que m'avoir jointe au RAFA, et quand ils m'ont demandé d'être la représentante littéraire, j'ai pensé, mon Dieu, moi? Oh. Mais ça m'a donné énormément d'occasions de professionnalisation. Et puis, ça fait que j'étais à Banff, puis j'avais envoyé mon échantillon à Ghislain Filion, qui était dramaturge et qui était mon mentor. Puis, bon, ben, il a dit, ben moi, je pense pas que vous avez besoin d'un autre Sagouine en Alberta, là. Il dit, moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres voix là-dedans. Fait qu'il dit, ça veut dire quoi pour toi, ces affaires-là, cette histoire? Parce que c'est pas qu'il trouvait que l'écriture était pas bien, c'est qu'il trouvait que il y avait de quoi d'autre. Ben, il dit, va prendre une marche, va à ta chambre, puis pose-toi la question, ça veut dire quoi pour toi? Pourquoi tu fais ça? Et j'ai trouvé 4 voix. Et quand on fait une session d'entrave, on doit produire quelque chose, et puis puisque c'est une session d'entrave, on doit présenter à la fin avec d'autres disciplines artistiques. Alors, l'écrivaine peut aller à des danseuses ou faire quelque chose avec des personnes qui sont dans les médias. En tout cas, j'avais une pièce en 4 voix, puis il y avait déjà de la musique dedans, puis je ne suis pas musicienne. Mais la musique, c'était plutôt la musique... l'idée de la prairie, c'est comme que le sol, la terre, le ciel et la terre du nord où j'ai été élevée est devenu un genre de personnage, une présence dans la pièce. Et ça a été tout au cours de mon parcours en écrivant la pièce. Et puis, on a présenté, Joël Préfontaine était là, José Thibault était là, une belle jeune dame du Manitoba était là, et ils ont bien présenté, ils ont chanté, et puis les gens m'ont donné beaucoup de rétroaction positive. Et puis, une des personnes a dit, c'est une pièce, it's a full-length play, go do it. Puis je savais, en reconduisant à Edmonton de Banff, que c'était mon projet français, que j'avais à m'engager. Et ça s'est fait, ça a pris 4 ans. Ça prend du temps à écrire, ça prend beaucoup de temps. Puis il y avait un côté poétique, edgy, des choses défendues qu'on ne devrait pas dire. Puis il y avait les histoires de ma mère. J'ai fait beaucoup de recherches au sujet de l'île de Jersey et j'ai inventé et j'ai brodé. Et puis, en fin de compte, c'est pas juste une pièce de femme. Et ça parle du couple et comment ces gens-là travaillaient dur. Où est-ce qu'ils se reposaient jamais ensemble? Ils vivaient du deuil, perte... misère, et pas juste la misère, il y avait de bonnes choses aussi, mais en tout cas, la pièce s'est passée, puis ça a été 4 années intéressantes, énormément de réseautage. On m'a choisi 2 fois pour aller à des festivals de théâtre à Montréal, le Théâtre du Jamais Lu, et puis ensuite, encore plus excitant, dramaturgie en dialogue. Mais une chose s'est passée, la première soirée, au Théâtre du Jamais Lu, il y avait sur la scène
17 personnes de 17 pays qui parlaient des Français avec différents accents et j'étais assise là au milieu du beau théâtre. Puis je me suis dit, ben, wow, ceci c'est formidable parce que mon dialecte nord-albertain, c'est un dialecte. Et puis, ça m'a encouragée à juste continuer à approfondir le texte. Et à ce moment-là, Pamela avait lu des versions, Ken Brown de l'université McEwen avait lu des versions, j'ai été écrivaine en résidence là. Brian Dooley en a lu, Lise Gabory-Diallo du Manitoba, Ghislain Filion de Montréal a continué à travailler avec moi, ainsi de suite. Et puis en fin de compte, ben, tu arrêtes de faire lire les gens, puis Brian Dooley a décidé de faire une série de lectures à voix haute, et puis le deuxième soir, il a décidé qu'il la ferait la pièce. Alors, c'est comme ça que la pièce est arrivée. Ça fait longtemps que je parle, là. Je voudrais vous lire un poème par Evelyne Trouillet que j'ai rencontré à Montréal au Festival du Jamais lu. Je passais un dur moment la semaine que j'étais à Montréal. Et puis, ce petit bouquin m'a beaucoup sauvé. Il y a quelque chose de très nourrissant je sais pas, être capable de tenir un petit livre, un beau petit livre comme ça dans nos mains. J'ai vraiment une relation amoureuse avec les livres. Et elle a commencé à écrire ce livre-là quand il y a eu le tremblement de terre. Et c'est pas nécessairement à propos du tremblement de terre, mais c'est que c'était assez grave qu'elle est allée se réfugier dans les mots. Et elle a dit des choses intéressantes. C'est un poème qui s'intitule « Promesse ». Promesse. J'en ai marre des bras qui violent l'espace, zigzags rouges et honteux de malheur qui volent trop bas ou trop haut et cachent leur bec. J'en ai marre des fleurs qui s'entêtent dans la décadence futile des amours pathétiques. Je suis fatiguée de chercher un sens aux couleurs des mots, de voir des douleurs trop nombreuses, prendre mes chansons préférées par les tripes. J'en ai marre d'essuyer les bris d'orage. D'oublier qu'il faut compter les heures de la nuit pour voir le jour et qu'il n'est jamais trop tard pour que la morsure fasse encore mal. Je suis fatiguée des envies qui passent dans ma rue sans voir la montre qui sautille, incessante et narquoise. Je veux des éclats de rire absurdes et éternels, des bras parés pour l'accolade, des grands retours, des mains d'océan en cascade et des réveils d'enfants heureux, des sourires inutiles et des réveils d'enfants heureux, des sourires inutiles de folie pleine et des promesses impossibles à tenir. Alors j'ai pensé, OK, that intensity matches my intensity. Puis le dernier poème, c'est Nos gestes bleus. Par la fissure d'une syllabe égarée entre ta douleur et la mienne, le silence tremble. Entre nos émois, un pays s'enfuit, cheville lourde du besoin de se réveiller ici, d'y mourir ici. Un jour, à bout de défaite, de colère et de désespérance, bras rouges tendus de flamboyance ininterrompue, d'enfants amoureux de vivre ici, d'y mourir aussi un jour. Dans ta voix, la fêlure en elle repliée, à la pointe des doigts où la vie s'accroupit pour vieillir, dans les bris de nos rêves, de toi à moi, un pays affamé de gestes bleus. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous êtes toutes épuisées.